La notion d'empire que je développe depuis quelque temps, c'est une façon de casser les nationalismes. Donc c'est une notion qui appartient à une élite. Le peuple ne souhaite pas l'empire. Le peuple souhaite un ronronnement religieux, linguistique, géographique auquel il est habitué, racial même auquel il est habitué, et il n'est pas favorable à la cohabitation entre différentes nations. Donc c'est une construction de l'élite, de l'oligarchie, de l'aristocratie dans une société face au peuple. Pour moi, le mot peuple n'inclut pas l'élite. En fin de compte, je suis pour une définition dualiste de la société. Il n'y a pas un peuple. Il y a le peuple et il y a l'élite. Et l'ensemble constitue une sorte de structure bipolaire. Alors, je vais développer par ailleurs, et sur le plan tant linguistique que sur le plan théologique. Donc, le processus impérial vise à casser les automatismes nationaux. En tout cas, à les relativiser et à les cantonner et à les circonscrire. Au sein d'un ensemble plus large, ce qu'on appelle diviser pour régner, en fait. J'ai toujours aimé, moi-même, en tant qu'organisateur de colloques, qu'il y ait des gens différents qui s'affrontent et qui cohabitent, parce que c'est à ce moment-là qu'on peut prendre le pouvoir, si on veut. Et quand tout le monde dit la même chose, on ne peut pas s'imposer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu mon drame, moi, dans le milieu astrologique, une espèce de consensus mou qui s'est installé, où il n'y a pas de divergence affichée, donc on ne peut pas arbitrer. Donc l'empire, c'est l'arbitrage. Et l'État, c'est l'empire. On parle d'un État-nation, ça ne veut pas dire grand-chose. L'État ne fait sens que s'il y a plusieurs nations qui cohabitent. Je vous rappelle, entre parenthèses, qu'au sein même de la société française, on employait le mot nation pour désigner plusieurs catégories. Par exemple, on parlait de la nation juive au sein de la France. Et on pouvait parler aussi de toutes sortes de nations. Donc les nations, ce sont des ensembles relativement homogènes qui cohabitent au sein d'un ensemble plus global, au sein de la France, parce que la France est déjà elle-même un empire. Il n'y a pas de pays, même aussi petit soit-il, qui ne soit pas un empire. On l'a vu par exemple récemment avec la Tchécoslovaquie, qui a dû se couper en deux parce que c'était un ensemble déjà contre nature, si on peut dire. Quand ça va jusqu'à ce point-là, c'est que ça va loin. C'est-à-dire que les automatismes locaux l'emportent sur la problématique plus globale, plus large. Autrement, on décompose, on découle, on détisse le système pour le réduire à des entités très homogènes, par contre, très denses, mais très nombreuses. Donc, l'Union européenne, à l'époque de Napoléon, elle s'était constituée, et de Hitler d'ailleurs, elle s'est constituée par la force. Bon. On a essayé de... Donc, une force qui est effectivement un des fondements, quelque part, de l'Empire. Et on a essayé de réaliser une Union européenne dans les années 50, marché commun, etc., par la diplomatie et en conciliant des pays, en rassemblant des pays qui s'étaient affrontés quelques années plus tôt, une douzaine d'années plus tôt. La France d'un côté, l'Italie et l'Allemagne de l'autre. Et ça s'était fait d'ailleurs plus ou moins sous le contrôle de la France. C'est la France qui avait, en fin de compte, même si le Benelux avait pris l'initiative, c'est la France qui avait envie de contrôler ses anciens adversaires. Et donc, c'est ce binôme, toute société, donc, est un binôme, le peuple d'un côté, l'élite de l'autre, d'où la grammaire, le tu et le vous, le tu quand on s'adresse au chef, et le vous quand le chef s'adresse au peuple. Revoyez dans l'Exode et dans... Et donc la nature même de l'Europe, de l'Union européenne, elle est impériale. Mais en même temps,
elle ne l'est pas vraiment. Voyez-vous, une sorte de compromis en fait. C'est une union, mais qui n'est pas arrivée à dominer les nations. On parle d'Europe des nations. L'Europe des nations, c'est effectivement, c'est le triomphe du peuple. Parce que le peuple, lui, il s'en fout qu'il y ait un autre peuple à côté. Ce qui est important, c'est qu'on ne vienne pas l'embêter. Donc, on peut avoir 50 peuples, 100 peuples, 1000 peuples, c'est pas un problème. Du moment que chaque entité fonctionne comme elle l'entend, ronronne à son discours, voilà, une sorte de ciment, d'union intérieure. Donc, si c'est ça l'Europe, effectivement, la juxtaposition de peuples, ce n'est pas. C'est le triomphe des peuples. C'est le triomphe du populisme, en fait. En revanche, si les élites de ces différents ensembles, je ne dirais pas de ces différents peuples, puisqu'on vient de dire que les peuples, c'est la base quantitative et pas qualitative d'un État. État éventuellement. Enfin, c'est vrai qu'il y a des problèmes de terminologie qui sont assez délicats. Est-ce qu'on peut faire une Union européenne qui soit l'union des élites et non pas la juxtaposition des peuples? Parce que les peuples eux-mêmes ne peuvent pas s'unir en fait entre eux. Parce qu'ils sont prisonniers chacun dans leur système. Alors on a essayé sur la Révolution d'introduire des pratiques juridiques notamment qui soient universellement acceptées par les différents peuples. Alors, c'est la question qui est intéressante. Si on est capable de proposer un nouveau modèle de société, alors là, effectivement, il sera peut-être possible d'unifier l'Europe. Mais ce n'est pas en gardant les anciens modèles de société. L'égalité, l'intégration ne peut se faire que dans la nouveauté. Ça, c'est un critère fondamental, un principe fondamental que je pose. Et si la Révolution a parlé d'égalité, elle aurait dû parler aussi de nouveauté. La devise aurait dû être nouveauté, égalité, fraternité, liberté. Ou alors employer le mot liberté, au lieu d'employer le mot liberté, employer le mot nouveauté. Mais ça manque complètement, ce mot nouveauté. Dans toute société, s'il n'y a pas de la nouveauté, il n'y a pas capacité d'intégrer la diversité. Ça, c'est pas possible. Parce que si on n'est pas dans la nouveauté, les anciens systèmes perdurent et il y a une inégalité entre ceux qui sont déjà rodés à l'ancien système et les nouveaux venus qui, eux, finalement, ils se marginalisent forcément. Même au niveau des enfants, les enfants qui arrivent dans notre société, ils s'y intègrent d'autant plus qu'il y a de la nouveauté. Qu'il y a de la nouveauté au niveau technologique, par exemple. Ce qui leur permet d'éviter d'être dominés totalement par les plus anciens. Parce que la nouveauté évite justement la domination des anciens sur les nouveaux arrivants. Donc il faudrait savoir de quoi on parle finalement. Il n'y aura pas d'intégration européenne sans nouveauté, c'est-à-dire sans un nouveau modèle de société. Une société qui n'existe que pour personne, et c'est dans cette révolution intellectuelle que l'unité peut se faire. C'est peut-être ce qu'on a pensé faire avec le marxisme, d'une certaine manière, dans les pays de l'Est de l'Europe. On a voulu dépasser le cadre national par la nouveauté des structures sociales et politiques. Et ça a fonctionné pendant un certain temps. Ça a fonctionné pendant une quarantaine d'années. Et bien après, ça s'est défait. Et à la place, on a proposé à ces pays de l'Europe de l'Est qui fonctionnaient dans un système qui avait le mérite de la nouveauté, on leur a proposé de se joindre à une Europe des peuples et des nations. C'est une régression. Tout dépend de quel point de vue on se place. Là aussi, il faut savoir de quel côté on est. Si on est du côté si on est dans le populisme, c'est-à-dire, parce que finalement c'est ça le populisme, c'est restons entre nous pour pouvoir ronronner, pour pouvoir tourner indéfiniment, voilà. C'est très féminin le populisme. Et en revanche, l'élite, elle est là pour créer du nouveau, pour inventer de la nouveauté dans tous les domaines. Et le pouvoir de la nouveauté, c'est ça permet de dépasser le populisme.
L'ennemi principal du populisme, c'est la nouveauté. Parce que la nouveauté, elle déstabilise les pratiques en vigueur dans les différentes nations. C'est pour cela que la cyclologie que j'ai élaborée, cyclologie qui montre qu'à certains moments, il faut bien comprendre, c'est comme apprendre l'équitation. Il faut savoir quelle est la monture, comment fonctionne la monture. À certains moments, c'est la démarche populiste qui l'emporte, c'est-à-dire l'idée d'une sorte d'utopie d'une société qui fonctionne toute seule parce qu'elle est complètement homogène, parce qu'elle est complètement intégrée, et qui est d'ailleurs fondée sur des trucs très anciens, hein, dans tous les domaines, scientifiques, religieux, artistiques, etc. Ou bien alors, en alternance, la parole est donnée à l'élite qui, elle, va renouveler, va innover, et donc par conséquent va déstabiliser les peuples pour pouvoir créer des empires qui vont pouvoir éventuellement établir de nouvelles structures sur de nouvelles bases en refoulant la dimension nationale, en la circonscrivant au nom de, par exemple, ce qu'on appelle la laïcité. Parce que qu'est-ce que c'est que la laïcité? C'est une arme contre les nations. Mais quand je dis nation, c'est aussi contre les groupes religieux, contre toutes sortes de catégories. Les nations, le mot nation, il englobe les langues, il englobe les religions, il englobe tout ce qu'on veut. Et la nouveauté, elle remet en question tout cela. La nouveauté, c'est pas forcément inventer quelque chose de totalement nouveau, c'est apporter un regard nouveau, c'est faire apparaître des éléments historiques nouveaux. L'histoire, elle est capable d'innovation, parce que l'histoire, elle peut dévoiler, comme une sorte de psychanalyse, elle peut dévoiler des éléments du passé qui ont été refoulés, qui ont été tronqués, qui ont été estropiés, corrompus, n'est-ce pas? Moi, je crois fondamentalement à la fonction innovante de l'historien, du véritable historien, pas celui qui se contente de répéter ce qui est dans les documents, mais qui sait les creuser, les fouiller, les faire parler. C'est la fameuse formule, la carte n'est pas le territoire, n'est-ce pas? Ce qu'on a gardé n'est qu'une infime parcelle, ce ne sont que des traces de ce qui s'est réellement passé. Et le rôle de l'historien, c'est d'explorer le passé. Tout comme, quelque part, le rôle du scientifique, c'est d'explorer l'avenir. C'est-à-dire de projeter sur nous ce qui est en train de se découvrir, qui n'avait jamais été connu. L'historien, il rappelle des choses qui sont connues mais oubliées. Le scientifique, il rappelle des choses il signale des choses qui sont inconnues et qu'il va falloir intégrer. C'est pas la même démarche.